m'appelle Paul Falzon, je suis journaliste, je vais vous accompagner pour ces 2 jours de congrès sur les temps de débat, avec un premier débat consacré à la création des filières bas carbone au plus près des chantiers. Avant d'introduire ce débat, avant de vous présenter les intervenants, je dois vous présenter un outil qui vous permettra de poser des questions, qui va bientôt arriver. Bon bref, je vous présente l'outil avant que le QR code arrive. C'est un QR code qui est là, donc il faut scanner. Et avec cet outil, vous pourrez poser des questions qui seront posées à nos 5 intervenants en fin de débat. Allez, on commence. Donc, innovation, comment créer des filières bas carbone au plus près des chantiers. L'histoire de cet atelier, le choix de la thématique, c'est vraiment la suite du congrès de l'Intec de l'an dernier, en 2022, congrès qui était axé sur la décarbonation. La décarbonation, donc on avait abordé tous les leviers de la décarbonation dans la construction, la conception, l'organisation du chantier, le mix énergétique, etc. Mais bien sûr, la question des matériaux, des systèmes constructifs s'est imposée comme la question principale sans doute de la décarbonation. Qui dit matériaux décarbonés dit filière en capacité de fournir les acteurs de la construction sur leur chantier, comme cela se fait avec finalement tous les autres types de matériaux. On a adjoint à ce débat un autre thème très fort de cette année 2023. On a beaucoup entendu parler de la REP, l'obligation de collecte et de valorisation des déchets de chantier. Et on entend aussi beaucoup parler de réemploi. Donc c'est autant de thèmes qu'on va aborder aujourd'hui pour évoquer les initiatives qui se multiplient sur les territoires pour créer des filières autour des matériaux biosourcés, bas carbone, ou valoriser les matériaux de réemploi ou les déchets de chantier. Avec nous pour en parler aujourd'hui, donc de gauche à droite, nous avons Nicolas Brasier, développeur construction durable du groupe Mazo, Philippe Bavray, coordinateur de l'association Bois des Alpes, Mathieu Iblou, qui est directeur délégué de l'éco-organisme Ecominéraux, Laura Luzinski, chargée de projet économie circulaire au sein de l'association Cinétique, et Ludovic Jean, vice-président de l'Intec, en charge de la recherche et du développement. Philippe Bavray, j'ai envie de commencer avec vous. Donc, vous êtes coordinateur de l'association Bois des Alpes qui promeut l'utilisation des bois du massif alpin et au maximum d'utilisation locale. Voilà, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter votre structure et la filière que vous essayez de développer? Oui, tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc, Bois des Alpes, c'est d'abord une démarche qui a été mise en œuvre par les acteurs de la filière bois, de manière à optimiser la valorisation de la ressource issue du massif alpin. C'est une démarche qui est consciente des enjeux environnementaux et économiques du massif alpin, des bois du massif alpin, pardon, et qui lie également une certification qui part de la forêt jusqu'au bâtiment, alliant les grappes d'entreprise, la réduction des émissions de CO2, et puis le maintien des emplois sur le massif alpin. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui a été à l'origine de cette association et quels sont vos objectifs pour donc massifier le recours au bois local? Alors, à l'origine de cette association, c'est vrai que Bois des Alpes a été mis en place par les communes forestières pour justement, l'idée c'est on a une ressource forestière dans le massif alpin qui est fabuleuse et de pouvoir garder donc les bois sur le territoire et également profiter de la valeur ajoutée sur le territoire, donc des emplois, des retombées économiques. Et donc on travaille également en accompagnement des communautés, des collectivités, pardon, et des promoteurs privés pour les accompagner à insérer plus de bois et surtout mieux techniquement de bois local dans les projets de construction du massif alpin. D'accord, on comprend bien le bois biosourcé, travailler en circuit court également. Quels sont les freins aujourd'hui à l'utilisation du bois local? Les freins, c'est la structuration de filières. On a un petit peu de retard par rapport à d'autres pays, non pas parce qu'on n'a pas de complexe à avoir au niveau
la qualité, surtout au niveau de la gestion forestière qui est mise en place, notamment par l'ONF et les coopératives, c'est qu'on manque, au niveau de l'outil de production, on n'a pas toujours la capacité à pouvoir répondre sur des enjeux de délai, bien qu'il y ait une volonté politique pour pouvoir tripler la capacité de la production en France sur des bois massifs, mais également des bois d'ingénierie, pour mieux répondre et mieux mobiliser d'abord les bois de territoire, donc de massifs, et également les bois français. Alors, comment vous essayez de répondre à cette problématique? Comment vous mobilisez les acteurs du territoire autour de ça? Nous, au niveau de... C'est justement pour valoriser le bois au niveau des entreprises. Donc la ressource forestière, bien sûr, les compétences disponibles, et également valoriser l'architecture. On fait également de la formation avec Fibois pour pouvoir intégrer le bois le plus en amont possible dans les projets de construction. C'est extrêmement important. Si on ne fait pas ça, je dirais que c'est pratiquement incontournable si on veut avoir un rendu de qualité et un rendu de performance à la fois environnementale, énergétique, enfin tout ce que va proposer le matériau bois. C'est-à-dire utiliser le matériau local, le bois local, avec un bon usage, c'est ça, un usage adapté? C'est ça. On est également, je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique, mais l'idée, c'est, pour résumer, il faut vraiment la dimension économique et la dimension technique, la lier au paysage forestier. Parce qu'on n'a pas de forêt, enfin, ce sont des forêts paysagères que nous avons, qui sont encore une fois gérées de manière... le massif alpin, on est pratiquement en régénération naturelle. Aujourd'hui, compte tenu des dérèglements globaux que l'on subit liés notamment au réchauffement climatique, il faut accompagner, bien entendu. Donc il y a un travail important qui est fait auprès de l'ONF. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment coller la conception, il faut vraiment coller là où on veut mettre le produit, comment on veut le mettre en œuvre avec la ressource de proximité. Sinon, ça laisse la porte ouverte, je dirais, aux bois d'importation. Alors les bois d'importation, il y a l'Allemagne, il y a les pays scandinaves, il y a l'Autriche pour les résineux, mais il y a également les bois d'importation. Où là, l'idée, le postulat, c'est aussi de lutter contre la déforestation liée à l'importation des bois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on importe 29 millions en France de mètres cubes de bois d'Afrique, d'Asie. Donc, avec là encore des enjeux de poids carbone liés à ces logistiques. Alors, est-ce que ce discours est compris aujourd'hui sur le territoire? Est-ce que vous arrivez vraiment à structurer la filière, à répondre aussi aux freins dont on parlait tout à l'heure, notamment sur la transformation? C'est justement de travailler sur une certification. Alors c'est une certification, encore une fois, qui est... Alors là, il y a une enquête qui a été faite par la SWERA au niveau européen et qui nous classe 4e sur à peu près 40 certifications, mais tout confondu, il n'y a pas que le bois. Il y a de la certification qui peut être liée à des produits alimentaires, il y a de la certification financière. Parce qu'on est vraiment... donc si vous voulez, c'est fait par une entité tierce. Donc c'est une certification qui est indépendante par des auditeurs qui sont complètement indépendants, et tout ça est légiféré par le COFRAC, le Comité français d'accréditation. Donc on est accrédité par le Comité français d'accréditation de la parcelle, aujourd'hui de la parcelle, puisqu'on est en séparation physique, c'est-à-dire qu'on est capable de tracer 1 cm3 de bois de la parcelle jusqu'au bâtiment. Tout le process est certifié en PEFC d'abord pour la ressource à 100%, et ensuite Bois des Alpes pour la partie première transformation, seconde transformation, menuiserie. On a une filière menuiserie qui se développe aussi parce que là il y a des enjeux autres, puisque dans le massif alpin, on a, contrairement au reste de la forêt française, on est quasiment à 60% de résineux et 40% de feuillus, alors que c'est plutôt l'inverse.
si on fait une moyenne des massifs tout confondus des forêts françaises. Et donc il y a un enjeu, développer les carrelets MLS, développer des choses comme ça pour pouvoir proposer des solutions de menuiserie certifiées, en bois local certifié, et qui plus est en altitude. En altitude pour tous les marchés de réhabilitation. Enfin, il y a des gros enjeux également sur les stations qui aujourd'hui s'hybrident un petit peu en 4 saisons. Donc là, il y a des vrais enjeux, notamment au niveau de la rénovation. Donc c'est la certification en fait qui va nous différencier et qui va nous apporter, qui va sur un marché dans le mémoire technique, c'est une marque, une modalité de progrès. C'est le fait qu'effectivement toute la gestion de chaîne de contrôle est parfaitement maîtrisée et parfaitement peut être justifiée à tout moment, à tous les stades de la transformation du bois jusqu'au bâtiment. En revanche, pour l'instant, on n'a pas développé la certification, c'est autre chose de bâtiment. C'est bien, j'insiste bien, c'est bien le produit. Le matériau en lui-même, très bien. Le bois et les systèmes liés aux matériaux. Un mur bois, par exemple, qui va être certifié et non pas un bâtiment. Parfait. Donc des enjeux de certification, des enjeux industriels. Est-ce que ça se traduit déjà sur les chantiers? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à développer l'usage du bois des Alpes? Oui, bien sûr. On est en très très forte progression. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Il y a également, alors, je vais quand même en parler puisque pour faire la transition, à travers donc le comité de massif alpin, les entreprises ont possibilité d'être aidées. Parce que le postulat de départ, c'est de dire que si on laisse faire le mécanisme économique, ça ne suffit pas par rapport à, pour effectivement être extrêmement compétitif, puisqu'on a du retard au niveau de la partie industrialisation, on a du retard également au niveau de la formation, on manque de compétences, dans des proportions qui sont très très importantes. Aujourd'hui, dans le métier du bois, je pense que c'est pareil pour vous. Toutes les entreprises ont du mal de recruter. Donc il y a des aides, notamment à la modernisation, à l'équipement d'engins forestiers, pour pouvoir justement structurer cette filière et la développer pour être présent et puis mieux défier des enjeux qui nous attendent. Voilà, vous avez commencé à aborder les enjeux économiques. Voilà, on est un congrès d'économistes de la construction. Donc je suis obligé de vous demander, est-ce que construire avec du bois des Alpes, ça coûte plus cher, mais aussi est-ce que ça peut rapporter? Alors, si vous avez quelques chiffres, en transparence. Ça dépend. Alors. Ça dépend. Alors là encore un autre levier. Encore une fois, vous l'avez bien compris. Un autre levier fiscal au niveau des marchés publics, il existe pratiquement tous les départements du massif alpin bénéficient de DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux pour l'utilisation de bois des Alpes. Ça va jusqu'à 10% de bonus. 10% de bonus sur le montant global du chantier. Donc ça peut, pour inciter l'utilisation du bois certifié bois des Alpes. Je précise bien certifié bois des Alpes. Si c'est une entreprise qui est présente sur le massif alpin, mais qui n'est pour l'instant pas dans le jeu de la certification pour X raisons. Hein. Des fois, c'est simplement parce que au niveau des valeurs, ça colle pas, ça matche pas, ou alors simplement parce qu'il n'y a pas l'organisation en interne pour pouvoir avoir un interlocuteur ou pas forcément qualité. Donc voilà. En tout cas des bonifications qui permettent de compenser. Il y a des bonifications de DETR, ça c'est pour les territoires ruraux et des déciles pour les zones, les villes un peu plus importantes. Ensuite, donc le législateur a bien compris que ça coûtait un petit peu plus cher, donc c'est une compensation. C'est une compensation par rapport à l'absence de productivité qu'on peut avoir, des choses comme ça, ou des retards au niveau des investissements. Et ensuite, oui et non, parce que Bois des Alpes, ça impose, je dirais, d'investir dans la matière grise plutôt que sur le chantier. Il faut vraiment, l'idée c'est vraiment d'optimiser, d'investir dans la matière grise pour pouvoir optimiser la ressource et en utiliser le moins possible. Et ça, c'est faisable à condition d'avoir de bonnes études
bonnes études, de bonnes modélisations, et puis pouvoir dire, là on valorise plutôt tel type de produit avec du matériau traditionnel, et on s'aperçoit qu'on a des coûts en fait qui sont bien moindres que lorsqu'on utilise des produits comme le CLT, que l'on n'a pas. Ou des bois du Nord. Mais on a plein de solutions face au CLT, et là je reviens à l'accompagnement. Il faut se faire accompagner sur des spécificités comme ça par Bois des Alpes ou des bureaux d'études qui maîtrisent bien l'insertion de Bois des Alpes sur les projets. Donc une approche aussi en conception, une approche globale. Et puis juste pour terminer, si j'ai encore un peu de temps, si vous prenez l'exemple du mélèze par exemple, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, le mélèze de Briançonnais, c'est pas le mélèze de Sibérie. Le mélèze de Sibérie, c'est vrai qu'aujourd'hui, heureusement, il y en a plus trop qui est en circulation. Mais, le mélèze du Briançonnais, on sera un petit peu plus cher. Mais par contre, c'est issu de forêts qui sont multifonctionnelles, donc qui rendent des services écosystémiques liés à l'eau. Il n'y a pas que l'enjeu du bois, à l'érosion, à la biodiversité, au développement économique des stations également, puisqu'on a de magnifiques paysages. Donc si on n'a plus ça, les touristes vont plus venir. Et il y a des enjeux de cet ordre qui ne sont en fait payés pour l'instant que par la valorisation du bois issu du massif alpin. Donc son usage en construction, mais ça peut être aussi en emballage, ça peut être aussi en pellet, ça peut être aussi en ça, le moins possible en énergie. Merci Philippe pour ces éléments et bravo pour la constitution de cette vraie filière locale ici en région Auvergne-Rhône-Alpes principalement. Donc je vous propose de passer le micro à votre voisin de droite, Nicolas Brasier, développeur construction durable du groupe Mazo. Donc groupe Mazo, une entreprise générale engagée dans une stratégie de développement durable. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est pas si courant qu'une entreprise générale s'affiche avec une stratégie de développement durable. Pourquoi? Et puis, c'est quoi les grands axes de cette stratégie? Bonjour à tous. Effectivement, le groupe Mazo, je le présente un petit peu. On est une entreprise qui a 120 ans, entreprise générale de construction, basée sur Villeurbanne. On a un périmètre d'intervention qui est sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et effectivement, nous, on s'est engagé dans cette démarche avec notre baseline, c'est construire la ville durable. Et je vais tout vous expliquer un petit peu après. Et notre ambition, effectivement, alors on n'est pas très gros, on est une PME, on est 120 personnes, on fait 30-40 millions de chiffres d'affaires par an, en gros œuvre pour une grosse partie de notre activité, du tout corps d'État et également une activité conception-réalisation. On verra un petit peu après comment tout ça s'enchaîne et comment est-ce qu'on arrive à mettre tout ça en mécanique. Mais effectivement, notre baseline, c'est construire la ville durable avec une ambition qui est quand même assez forte de la part de notre présidente Cécile Mazo, qui est la 5e génération, entreprise familiale, et donc de devenir le leader de la construction durable. Alors, c'est pas du tout prétentieux, c'est simplement qu'on ne veut pas devenir leader en termes de volume, on veut être inspirant et montrer qu'on peut construire autrement à l'heure actuelle. Donc voilà, notre stratégie, elle est vraiment là-dessus de montrer qu'on peut construire. Effectivement, les entreprises en général de construction sont souvent, et on m'a encore fait la remarque tout à l'heure, effectivement le béton, mais on va voir qu'effectivement pas que, on a une diversité de matériaux. Bon, je dirais qu'on en a au moins 5 ou 6 matériaux de construction actuellement cette année dans nos chantiers. Alors, voilà. Puisqu'on est sur un débat justement sur les filières, les matériaux, quels sont les matériaux que vous utilisez, bas carbone bien sûr, que vous utilisez déjà? Est-ce que vous arrivez à vous sourcer? Comment ça se passe au niveau de vos chantiers, de vos territoires? Alors, c'est vrai que je refais le lien encore avec notre conversation de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un matériau bas carbone? Là, la définition, elle est un peu ouverte. On a dans chaque catégorie de matériaux, effectivement, des niveaux de performance. Si on prend le béton, il y a des solutions standards. Et il y a parce que c'est le matériau qui est un peu le plus connu. Il y a des bétons standards, des bétons bas carbone et des bétons un peu ultra bas carbone. Voilà. Mais les matériaux entre eux, quand on parle de solutions, c'est vraiment déjà le bon matériau au bon endroit. On revient déjà à la base. Le bon matériau, chaque matériau a des caractéristiques, des performances, et on en arrivera à la fin sur le prix. Effectivement, donc déjà, il faut déjà mettre, on en parlait tout à l'heure, de optimiser les quantités de bois dans la construction, mais on peut effectivement, rien que ça, déjà choisir le bon matériau et déjà faire un gain carbone assez conséquent. Donc oui, on y arrive au niveau local en travaillant avec effectivement le maillage d'acteurs locaux, que ce soit au niveau de la fourniture de bois, de béton et autres, mais on arrive effectivement à mettre en place une stratégie et surtout à utiliser ces matériaux. Je vous donne juste un exemple. Sur le béton, on a coulé pour l'instant, en 2 ans, 50 000 m3 de béton bas carbone.
Voilà. Est-ce que vous savez quantifier les gains carbone que c'est, par exemple, ou la réduction par rapport à un béton classique? Alors, si on reste sur le béton, un béton standard, c'est 200 kg de CO2 par mètre cube, hors acier, hors mise en œuvre. C'est le matériau qui sort de la centrale. Nous, les bétons qu'on utilise font à peu près 128 kg de CO2 par mètre cube. Donc 40% à peu près. Voilà. Donc, je préfère donner effectivement ces échelles de valeur plutôt que les pourcentages, parce qu'on sait que les pourcentages, ça peut être un peu tendancieux. Et quels sont les autres matériaux que vous essayez de pousser? Est-ce qu'il y a aussi là l'offre en face? Alors, effectivement, je vous l'ai dit, on est entreprise de gros œuvres. Donc effectivement, quand on répond à un appel d'offres en tant qu'entreprise de gros œuvres, on répond à des pièces marchées, on est souvent un petit peu bloqué. Mais notre stratégie là-dessus, c'est que nous, notre offre de base, elle est en béton bas carbone. Voilà, on ne répondra plus en béton standard. Donc sur cette activité-là, on arrive à pousser effectivement les solutions béton bas carbone. Ensuite, sur l'activité tout corps d'État et sur l'activité concours conception-réalisation, là, effectivement, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. On ne répond plus vraiment à des marchés de tout corps d'État comme on répond à des marchés gros œuvres. En général, les derniers chantiers qu'on vient de sortir, là, on a 177 logements qui sont en mix bois-béton avec que du béton bas carbone. C'est des chantiers sur lesquels on est intervenu très en amont. C'est-à-dire qu'il y a 9 mois, quand le promoteur est venu nous voir, on a travaillé 9 mois avec lui pour arriver à sortir le projet dans les coûts de construction et dans l'enjeu environnemental qui a été fixé par son aménageur. Donc ça veut dire que là, on arrive effectivement à travailler très en amont avec notre bureau d'études en interne pour justement placer ces écomatériaux, que ce soit du béton de chanvre, je vous fais la petite liste après, ou la brique de terre crue ou le bois. Donc là, on intervient très en amont. Et là où on a le plus de pouvoir pour effectivement placer tous ces écomatériaux, c'est quand on est en concours conceptualisation. Donc on fait notre propre conception et ensuite notre entreprise de construction réalise effectivement les travaux. Voilà. Et donc là, sur les écomatériaux, on peut les lister. On a effectivement du bois, de l'ossature bois. On a des blocs de béton de chanvre. On a des murs de béton de bois. Vous avez GreenTech qui est sur le salon. On peut également utiliser de la brique de terre crue. On a également des projets en béton de terre. Donc ça, voilà, on est passé du béton solution minérale aux solutions biosourcées, aux solutions géosourcées. Et également, on en parlait effectivement dans la définition du bas carbone. Il y a effectivement ces matériaux qui, par leurs caractéristiques, ont une notion bas carbone, mais il y a aussi l'idée d'utiliser les matériaux locaux. Voilà. Moi, on avait typiquement un projet sur lequel les briques venaient d'Autriche. On a réussi à varianter le projet, ça nous a pris 6 mois, mais avec une solution locale, BioBrick, qui est également ici et qui est fabriquée à Saint-Étienne. Enfin, un petit peu plus loin, mais voilà, qui est locale. Et donc, sur le biosourcé, le géosourcé, vous arrivez aussi à avoir les volumes, la disponibilité et le prix? Alors, vous va? Ça c'est un petit peu le challenge parce qu'on arrive à avoir la disponibilité, parce qu'on travaille beaucoup. Moi, mon rôle en termes de développement durable, c'est très large, mais moi, mon intervention au sein du groupe Mazo, c'est de développer toute l'activité commerciale, donc d'aller effectivement traiter des affaires, mais c'est aussi de développer toute la technique et tous les partenariats avec les industriels. Voilà. Donc on arrive effectivement à trouver des industriels, des partenaires, j'en ai cité quelques-uns effectivement en local, hein, ils sont pas loin, hein. Il y en a un son usine est à 50 km, GreenTech, ils ont fait leur inauguration mardi, c'est peut-être à 70 km d'ici, on arrive effectivement à travailler là-dessus. Mais nous, ça nous a obligés en interne de nous structurer. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je viens du monde du bureau d'études environnement et fluide, donc pas grand-chose à voir avec la base, avec le commerce. On a le responsable entreprise générale qui vient du monde du bois, de la construction bois. Donc on est obligé, le responsable du bureau d'études, lui, vient plutôt, il a beaucoup d'expérience, donc il a travaillé dans diverses activités, des grands groupes, des petites PME, donc il a vraiment une notion effectivement de méthode chantier qui est très intéressante pour nous. Et donc quand on cumule toutes ces compétences, effectivement, on arrive à utiliser les matériaux et à les pousser. D'accord, alors quand même question qu'a Philippe tout à l'heure, est-ce que ça coûte plus cher ? Et est-ce que ça peut rapporter quelque chose, je ne sais pas, faire gagner de nouveaux contrats, tirer de nouveaux maîtres d'ouvrage, cette approche bas carbone? Alors, clairement, nous, effectivement, ça nous place, comme je vous parlais, quand il y a des projets maintenant compliqués. Là, j'ai un client qui est venu nous chercher, il a un projet en paille, ossature bois, remplissage paille et béton de terre. Donc, quand il a lancé l'appel d'offres, il n'y avait pas grand monde en face. Autant vous dire qu'il n'y avait pas grand monde en face, et voilà. Et souvent, c'est un petit peu compliqué. Donc là, c'est typiquement le genre de projet où effectivement notre démarche nous met en avant et on va travailler en gré à gré avec lui
pour retravailler le projet, pour qu'on arrive à retravailler effectivement dans les coûts de construction, puisque quand on cumule quand même beaucoup d'éco-matériaux comme ça, on arrive quand même à dépasser les coûts classiques de construction, et je pense pas avoir la nécessité de vous expliquer le contexte actuel avec voilà, des coûts de construction qui sont vraiment compliqués à tenir. Voilà. Qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui sur le territoire lyonnais, enfin rhône-alpin, en termes de filières, de matériaux décarbonés? Quels seraient les... Alors, j'ai envie de dire qu'on a de la chance sur le territoire rhône-alpin, parce qu'on est une région de... Alors si on part sur les écomatériaux, on est une région qui a beaucoup de qualité. On vient de le voir avec les forêts, le bois des Alpes. On est une région, on a de la forêt, on a de la disponibilité en ressources en bois. Concernant le béton, vous avez les 2 plus gros cimentiers qui sont présents sur la région avec 3 cimenteries. Et des cimenteries qui sont quand même presque les dernières à être sorties, bon, ça remonte il y a quelques temps, mais qui sont régulièrement modernisées avec une offre de béton bas carbone qui est quand même assez conséquente. Que ce soit Lafarge ou Vicat, vous avez à minima déjà au moins 5 solutions bas carbone disponibles sur le marché grâce à ces 2 acteurs-là. Et ensuite, vous avez également la fabrication de béton de chanvre qui est fabriquée dans le Doubs. Vous avez la brique de terre crue qui peut être fabriquée grâce à des carrières de pisé qu'on a sur le secteur. Quel éco-matériau, j'ai oublié. Voilà, donc on peut fabriquer du béton de terre. Donc en fait, on a quand même globalement toutes les ressources à notre disposition sur le secteur. Voilà. C'est un message plutôt positif pour les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre de la région. Et je retiens quand même ce que vous disiez, l'importance de la conception du travail amont, un peu de la matière grise c'est cette matière. Voilà, c'est cette matière. Vous parliez tout à l'heure de coût. Oui, ça a quand même un surcoût. Le bloc de béton de chanvre, le béton de bois, par rapport à un système constructif traditionnel, ça a un surcoût. Mais libre à nous, constructeurs, sachant, comme je disais tout à l'heure, on nous dit tout le temps sur le sentier, vous êtes les sachants, vous auriez dû voir ci, vous auriez dû voir ça. C'est à nous de nous positionner plus en amont pour dire, ok, ben on peut vous accompagner là-dessus, 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 et en chantier, on n'aura pas de surprise. Parce que chacun de ces matériaux ont quand même des spécificités de mise en œuvre qui sont quand même pas toujours complexes, mais il faut quand même voilà, il y a quand même parmi leurs caractéristiques, on ne doit pas les mettre n'importe comment et n'importe où. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. Je crois que ces enjeux d'accompagnement, on va les retrouver avec vous, Laura Luzinski, donc chargée de projet économie circulaire au sein de l'association Cinétique. Donc vous êtes la cheville ouvrière, le partenaire opérationnel de Toulouse Métropole pour le programme européen Life Waste to Build, programme qui organise le réemploi des matériaux de construction autour de projets pilotes. Mais je crois que je vais vous laisser d'abord nous présenter justement ce programme. Ok. Donc moi je suis Laura Luzinski, je travaille chez Cinétique, je présente vite fait Cinétique. Cinétique c'est une association qui est dédiée à l'économie circulaire, une association de la 1901, on a 12 ans d'expérience donc on est un peu moins... Et du coup, nous, on travaille du coup sur l'économie circulaire. Ça se matérialise en triptyque. On travaille sur Eden, c'est un tiers-lieu nourricier. En fait, c'est un lieu qui est géré par 17 associations dédiées à l'agriculture urbaine. Et l'objectif, c'est de créer une boucle circulaire alimentaire à l'échelle d'un quartier. On travaille aussi du coup on est animateur du RESOC, c'est le réseau des acheteurs responsables de l'Occitanie. Et ce qui nous lie aujourd'hui, du coup, on est assistance à maîtrise d'ouvrage, donc on assiste les propriétaires des bâtiments pour qu'ils intègrent des critères d'économie circulaire, de l'économie circulaire dans leurs projets de construction, de rénovation lourde et de construction. Et on est aussi du coup coordinateur du projet européen Waste to Build, donc vous avez présenté tout à l'heure, sur la métropole toulousaine. Alors donc là on est au cœur d'un gros sujet, le réemploi qui préoccupe pas mal la filière construction en ce moment. Qu'est-ce que ce programme Life Waste to Build essaie d'organiser sur la métropole toulousaine? Voilà, toujours dans cette approche de territoire, comment vous développez le réemploi? Alors là j'ai une slide si vous voulez, Nicolas. Sinon bon, je vais présenter comme ça, mais c'est pour vous peut-être que vous puissiez visualiser un peu. En fait du coup le projet européen Waste to Build, c'est un projet qui a commencé en 2021. C'est un projet à 2,7 millions qui est financé à 55% par l'Europe. On a des partenaires, donc l'INEC, le CSTB qui nous accompagnent sur tous les enjeux assurantiels et techniques, la Fédération française du bâtiment, Envirobat. Donc c'est un projet de massification de l'économie circulaire à l'échelle de la métropole toulousaine, du coup via les filières. Donc c'est économie circulaire, c'est pas que réemploi. On s'attelle en fait à la hiérarchie des modes de traitement et de reconditionnement. C'est la pyramide à l'envers. En fait, c'est prévention. Le mieux, c'est de ne rien faire. Hein. Réemployer, donc c'est réemployer poste pour poste. Donc on réemploie une porte pour une porte. Réutiliser, c'est la porte, on va la réutiliser pour faire une table de bar ou autre. Et après, c'est recycler.
Donc ça, c'est le propre du projet. Donc on a des objectifs de résultats. Donc les objectifs sont 80% des marchés publics qui intègrent des critères d'économie circulaire en 2026 sur la métropole toulousaine. Critères, c'est critères quantitatifs. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment que le réemploi, il faut qu'il se fasse à échelle de 5% ou 6% ou 7%. 360 ETP par an, puisque l'économie circulaire et le réemploi en particulier, c'est quand même de la massification d'emplois non délocalisables. C'est la formation de 60% des entreprises sur le territoire. Et je crois que voilà, c'est tout. Et du coup, donc nous, on est coordinateurs techniques, donc on va assister les maîtrises d'ouvrage dans des projets de construction, de déconstruction et de rénovation. Donc c'est 58 projets, puisque l'objectif c'est de massifier, donc c'est créer du gisement. Donc 58 projets à l'échelle de la métropole toulousaine qui vont porter 2 critères quantitatifs de massification. Donc pour les projets de déconstruction et de rénovation, c'est 85% de valorisation matière, sachant que réglementairement parlant, on est à 70%, ce qui est allègrement faisable. Et sur les projets neufs, là on est sur le réemploi, c'est l'intégration du coup, c'est 5% de matériaux de seconde main en valeur financière de fourniture. D'accord. Et pour arriver à ça, il faut quoi? Outiller les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre. Comment vous travaillez de façon très concrète, quoi? Alors en fait, on va former les architectes via Envirobat, qui a plein de missions de formation des architectes, puisque l'objectif c'est qu'ils puissent en fait travailler avec le matériau. C'est des choses qu'ils ont oublié en fait de faire aujourd'hui. On fait des bâtiments blancs, et c'est en fait travailler avec la spécificité du matériau, sa qualification technique, sa vie en œuvre, etc. Avec la Fédération française du bâtiment, du coup, on forme les entreprises qui vont répondre du coup au marché intégrant des critères d'économie circulaire. On a créé une plateforme numérique d'échange de matériaux. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'échanges qui se faisaient par le Bon Coin. Et sinon, il y avait des plateformes comme Cycle Up, etc., mais qui étaient plus des magasins. En fait le matériau n'était pas tracé. Et du coup, les maîtrises d'œuvre, par exemple, les architectes, ils n'étaient pas en capacité de sacraliser du gisement sur 1, 2, 3 ans ou 4 ans. Donc, ils ne pouvaient pas répondre à des concours avec des critères quantitatifs. Voilà. Donc, du coup, nous, on gère ces projets-là. Sur les projets de déconstruction et de rénovation lourde, on a des diagnostics produits équipements matériaux déchets, donc des diagnostics de gisement qu'on va générer dans la plateforme, et ça permet du coup à la totalité des acteurs du territoire d'avoir une vision sur les gisements en présence sur une longue temporalité. On accompagne aussi un groupement d'acteurs qui vont offrir une offre de service pour créer une plateforme physique sur le territoire, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On travaille beaucoup avec Montpellier, par exemple, où ils ont 2 ou 3 plateformes physiques. Là, nous, c'est ce qui nous manque, puisque les chantiers ont tendance à être retardés, où il y a des enjeux techniques, etc. Et du coup, là, aujourd'hui, on ne peut pas stocker les éléments. C'est vraiment ce qui nous manque, et les reconditionner, etc. On va y revenir sur cette question logistique, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis... économiste de la construction à Toulouse, on me demande de faire du réemploi. Je peux trouver, par exemple, je sais pas, des portes sur votre plateforme numérique, connaître les quantités, les caractéristiques et connaître les quantitatifs, les dimensions et surtout la traçabilité. C'est-à-dire, je sais que cette porte, elle est coupe-feu ou pas coupe-feu, j'ai les PV, je sais d'où ça vient. En fait, c'est surtout ça. En fait, aujourd'hui, on fait très peu de réemploi, on fait beaucoup de... J'appelle ça la qualification en cascade, c'est-à-dire qu'une porte coupe-feu, on va la réutiliser en porte. Et c'est ce qui est dommage, en fait. On ne fait pas une boucle, on fait une boucle ça se mord la queue, en fait. On arrive après au recyclage. Et c'est pouvoir, en fait, préserver la qualité intrinsèque du matériau. Et c'est vraiment le propre du réemploi. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le CSTB, puisque nous, notre cœur de métier, c'est la prescription. En fait, en gros, on s'est rendu compte que la clé de voûte de la matérialisation, du réemploi et de l'économie circulaire en particulier, c'est d'intégrer des éléments dans les marchés, savoir les traduire en fait. C'est-à-dire que si un élément il est bien traduit, ou via des variantes, ou via un BPU, ou via un lot réemploi dans les marchés, eh bien ça ne ruisselle plus sur les entreprises. C'est la maîtrise d'ouvrage qui prend sa responsabilité, c'est la maîtrise d'œuvre qui a un critère, ou plusieurs critères d'économie circulaire dans son marché, donc il a un calendrier opérationnel bien en accord avec les intégrations de critères d'économie circulaire. C'est un assureur qui est informer bien en amont pour éviter les surprimes, etc. Donc c'est toute une méthodologie de travail à repenser en fait. Donc une méthodologie et in fine quand même voilà, ces questions logistiques puisqu'on va déconstruire un bâtiment, déposer des matériaux potentiellement réemployables et là voilà, il y a ce petit écueil logistique souvent dans comment vous avancez là-dessus aujourd'hui sur l'idée d'une plateforme physique? Alors si on n'a pas de plateforme physique sur le territoire, on essaye d'en trouver d'autres puisque on a des STEM par exemple d'aménagement et ça fonctionne sur tous les territoires qui ont des fonciers disponibles à l'échelle ZAC, c'est-à-dire que des fonciers disponibles sur 1, 2 ou 3 ans. C'est pour ça qu'en fait on a fait ratifier une charte économie circulaire à 17 donneurs d'ordre, mais il y a une deuxième signature qui va être effectuée. Et en fait dans cette charte, on va
enjoindre les maîtrises d'ouvrage à mettre à disposition leur foncier disponible pour des plateformes physiques temporaires. Il y a aussi des autres entités privées, des chaussons, etc., qui peuvent mettre à disposition du foncier. Et en fait, c'est juste utiliser l'intelligence collective. Et si on n'a vraiment pas de possibilité ni de stocker in situ, ni de stocker ex situ, ça ruisselle sur les entreprises, mais c'est ce qu'on fait en général. On fait des marchés dépose, stockage, repose, ou dépose, stockage, reconditionnement, repose. Ça permet de juguler les enjeux assurantiels et techniques, c'est-à-dire que c'est l'entreprise, la même entreprise qui va déposer le matériau, qui va le stocker chez elle, qui va le reconditionner et qui va le reposer. Ça va amener, c'est pour ça qu'on essaie de trouver une plateforme physique, à des soucis, puisque bon, mais à force, les entreprises pourront plus stocker chez elles, et ça amène aussi des responsabilités. Hein. C'est-à-dire que le maîtrise d'ouvrage n'est plus propriétaire du matériau, c'est l'entreprise. Voilà, donc il y a des enjeux. Enfin, encore des complexités aussi, vous l'évoquiez d'un point de vue assurantiel, mais voilà, vous progressez en méthodologie. Est-ce qu'on a déjà des retours d'expérience avec ce programme Life Ways to Build en termes de coûts? Même question qu'aux autres. Est-ce que le réemploi, ça coûte plus cher? Parce que souvent on vous dit ça devrait coûter moins cher. Alors, je vais devoir aussi. Alors, je vais faire une réponse en 3 temps. On a payé un BE en fait au tout début du projet européen pour qu'il fasse un peu un diagnostic de l'économie linéaire, enfin l'impact de l'économie linéaire sur le territoire. Et en fait, à la fin du projet européen, il va refaire ce diagnostic et il va pouvoir nous dire sur les 58 projets, sur les formations, etc., sur tous les projets, ça vous a coûté tant, ça a eu tel impact en emploi, etc. L'objectif, c'est de pouvoir se dire, de pouvoir arriver avec les maîtrises d'ouvrage partenaires, de pouvoir leur dire sur un projet de construction, ça vous a coûté 2% de plus ou ça vous a coûté moins, enfin on verra. Ça, c'est des données que je n'ai pas. Donc il y a cette première chose. La deuxième chose, c'est le tout économique, c'est le substrat de l'économie linéaire. C'est pour ça qu'on est dedans aujourd'hui, c'est pour ça que les gisements sont si chers, c'est pour ça que les gisements fluctuent, c'est pour ça que les centres de traitement sont si chers et sont saturés. Donc il faut essayer de sortir un petit peu de cette économie linéaire-là. Et en fait, le bâtiment, on parlait de zéro carbone. Aujourd'hui, 60% du carbone généré par le bâtiment, il vient des énergies grises. C'est-à-dire que le bâtiment, il a 3 cycles de vie. Il a la construction, la vie en œuvre, donc l'exploitation, et la fin de vie, donc la déconstruction. La construction et la déconstruction font partie de ces 60%-là. C'est pour ça que le bâtiment... le matériau, il faut vraiment le prendre en compte comme un vrai impact carbone sur le bâtiment. Aujourd'hui, on se retrouve, on en a beaucoup à Toulouse, avec des bâtiments à énergie positive, mais qui ont un impact carbone terrible, tant on a rajouté de matériaux pour isoler, etc. Donc il faut vraiment prendre en compte tout le cycle de vie du bâtiment. Et après, pour finir, aujourd'hui, sur nos projets de construction, on est à ISOCOU. Aujourd'hui, un retour d'expérience. On a 43 projets qui sont lancés sur 58. Donc on a ISOCOU parce qu'on a, et c'est toujours pareil, en fait c'est comme si vous me demandiez combien ça va me coûter de manger au resto demain. Je vais vous dire, mais c'est quel resto? Qu'est-ce que vous êtes? Voilà. C'est toujours pareil, c'est un peu compliqué. Ça va dépendre de la typologie de territoire, etc. Mais sur notre territoire, où on a un mariage territorial, en fait, au final, il ne manque que la plateforme physique. On a beaucoup de filières matures, en fait. On a beaucoup d'entités qui sont positionnées et qui reconditionnent les éléments. C'est-à-dire qu'on peut acheter aujourd'hui de la moquette, des radiateurs en fonte, des luminaires, etc. Reconditionnés, assurés, et ça nous permet en fait d'avoir des flux de matériaux. Donc sur les projets neufs, on est plutôt à ISOCOU. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est les chantiers de déconstruction et de construction qui sont les plus intéressants, mais vu qu'on n'a pas de plateforme physique, c'est ce qui nous coûte le plus aujourd'hui. En tout cas, quand même, on note qu'il y a déjà des projets ISOCOU, donc c'est plutôt encourageant. Et votre deuxième point me fait penser à la question qui est posée depuis tout à l'heure, qu'on posera en fin de débat à Ludovic, sur comment les économistes peuvent valoriser les coûts induits positifs dans l'économie de projets bas carbone, c'est-à-dire effectivement sortir un peu de l'approche linéaire que vous évoquez. On va encore parler des constructions et pas que, on va surtout parler des déchets d'ailleurs dans un premier temps. Avec vous, Mathieu Hiblot, directeur délégué d'Ecominero. Donc Ecominero est un des éco-organismes en charge d'organiser la collecte des déchets de chantier dans le cadre de la fameuse REP. Mais donc ça, vous allez peut-être déjà nous expliquer comment vous vous déployez et comment l'approche territoriale est importante aussi de ce point de vue-là. Et puis dans un deuxième temps, on va se reparler de réemploi, je crois, et d'économie circulaire. Mais d'abord, un petit mot sur Ecominero, votre travail et votre présence aujourd'hui sur le territoire. Alors, Ecominero est en effet un éco-organisme. C'est une structure à but non lucratif
qui a été mis en place en fait par des industriels suite à cette obligation de responsabilité élargie du producteur. Ça a été fixé par la loi AGEC. La loi dit que dès à présent, et donc depuis cette année, tout produit qui est mis sur le marché français doit être géré au niveau de sa fin de vie par l'industriel qui l'a fabriqué. Donc c'est-à-dire que si demain l'ouvrage ici, le centre des congrès était à être déconstruit, démoli, c'est l'industriel qui a fourni les matériaux qui devrait en fait les reprendre pour permettre bien un recyclage, une valorisation, voire aussi un réemploi. Ce qui fait qu'à l'échelle de la vie d'un ouvrage, parce que les ouvrages sont là pour durer, c'est quasiment impossible pour ces industriels de le réaliser individuellement. Donc ils nous confient cette responsabilité et Ecominero est là pour le traiter collectivement, ce qui fait que chacun des industriels concernés par cette obligation nous transfère cette obligation individuelle et nous allons la gérer collectivement. Donc on est agréé par les pouvoirs publics ont fixé un cadre extrêmement précis pour faire en sorte que le secteur du bâtiment dans son entièreté progresse et qu'on puisse accélérer ces transitions. Faire en sorte que ces solutions, ces matériaux bas carbone puissent vraiment progresser dans les ouvrages, que cette notion de réemploi soit vraiment permise déjà dans la mise en place des produits sur le marché et que lors de la réalisation des opérations de déconstruction, on soit véritablement dans des déposes préservantes qui permettront un nouvel usage de ces produits. Donc on est une organisation qui s'est mise en place dès cette année. Nous sommes même 4 éco-organismes à opérer sur le secteur du bâtiment. Mon éco-organisme est spécialisé sur les produits minéraux. Donc on a cité le bois et tout ce qui est à base de pierres de construction, de terre, qu'elles soient cuites ou crues. Les produits aussi d'enrobés qui viennent recouvrir les surfaces de parking ou de circulation. Bref, tout ce qui, en tout cas pour nous, est issu de la filière minérale et puis en fin de vie génère un déchet inerte et de notre compétence, c'est les 3/4 des déchets du bâtiment. À l'échelle nationale, c'est même 30 millions de tonnes de produits et déchets en fin de vie. Et donc on a ce principe qui, depuis le 1er mai, vous l'avez peut-être vu sur des achats de fournitures de matériaux, vous avez dorénavant en fait une éco-participation qui est visible sur la facture. C'est un principe alors qu'on connaissait déjà dans d'autres produits mis sur le marché tels que le mobilier ou l'électronique. On voit toujours en fait ce petit montant en pied de facture et donc c'est un montant qui est maintenant mis systématiquement sur toutes les ventes de produits depuis le 1er mai de cette année et qui nous est reversé. Et c'est comme ça que ces industriels financent la gestion de ces produits en fin de vie. Ils sont 2400 aujourd'hui à avoir adhéré à notre éco-organisme. Pour nous, c'est déjà très satisfaisant puisque c'est sur l'ensemble des produits vendus, 90% d'entre eux qui sont déjà sous REP. Et donc, on organise progressivement la mise en place de ces services. Ça passe par déjà en fait la mise en place d'un maillage de points de reprise. On doit faire en sorte que tous les déchets qui sont générés sur les chantiers, soit à la construction, à la rénovation ou à la démolition, dès lors qu'ils sont triés, il y a une possibilité de reprise gratuite qui est offerte aux artisans, aux professionnels du bâtiment. Notre objectif, c'est d'éviter les dépôts sauvages, faire en sorte qu'on arrive à capter tous les déchets qui sortent des chantiers. Donc la gratuité est là pour le favoriser et elle doit le favoriser dans un maillage aussi de proximité. Ce qui fait que le cahier des charges qui nous a été fixé par les pouvoirs publics demande ce que dans toutes les zones urbaines, il y a un point de reprise tous les 10 km. Et puis au-delà, c'est une tolérance d'une distance de 20 km. Donc c'est un écosystème extrêmement précis, dense, qui doit offrir en fait ces solutions. Et parmi ces solutions, puisque la vocation c'est donc de récupérer ces déchets ou ces matériaux, et bien derrière pour nous, c'est de nous assurer qu'ils sont réemployés, recyclés ou valorisés. On a même des objectifs qui nous sont fixés par ce cahier des charges d'agrément. On se doit de stimuler vraiment le réemploi. À dire d'experts aujourd'hui, on est plutôt, selon l'ADEME, à 1% de réemploi des produits du bâtiment. Il nous est demandé de le multiplier, d'aller jusqu'à 5% d'ici 2028. La valorisation matière, elle doit passer pour nous, alors elle est déjà assez présente et puis avec des taux de performance élevés à plus de 75%, mais on doit aller à 90% d'ici 2028. Donc
Ce sont aussi des efforts importants de structuration en fait du dispositif pour aller collecter la matière et faire en sorte qu'elle puisse être réintégrée dans le cycle du bâtiment. Et c'est comme ça aussi qu'on va aller progressivement d'aller de plus en plus sur ces solutions de produits et matériaux bas carbone. Alors, on comprend bien une proximité obligatoire pour la collecte. Pour la valorisation, le réemploi, ça s'envisage pareil, ça s'envisage sur des filières courtes. Comment vous envisagez cette valorisation? Même exigence pour nous, c'est qu'il y ait vraiment en fait des zones de réemploi. C'est là où il était indiqué que d'avoir des zones pérennes, fixes, c'est encore compliqué aujourd'hui. Des estimations qui ont été faites, il devrait y en avoir 1400 fixes sur l'ensemble du territoire, notamment pour nous assurer que tous les 10 km, il y ait bien en fait une capacité de reprise. Donc c'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Alors la filière comme ça a démarré au plan opérationnel depuis le mois de mai. Nous sommes en concertation avec l'ensemble des régions de France, des parties prenantes localement pour bien identifier quels sont les lieux exactement précis où il faut en fait implanter des installations quand elles n'existent pas encore. Donc on va véritablement sur un maillage très précis et qui sera complété à terme aussi par une collecte directement sur les chantiers. Donc on va avoir une offre qui va arriver à partir de 2024 et qui va monter aussi en puissance à partir de 2025, d'aller collecter directement la matière sur les chantiers. Et c'est aussi pour nous une garantie de pouvoir maîtriser ces flux et de les orienter comme cela vers les filières de réemploi et de recyclage. Et qui seront vos partenaires dans ces filières locales de valorisation, de réemploi? Vous avez déjà une feuille de route là-dessus? Comment vous envisagez? Alors on est déjà sous contrat pour Ecominero avec 1400 plateformes. Alors aujourd'hui c'est principalement des plateformes qui permettent de recycler les matériaux. Alors pour nous ça nous donne une capacité déjà de traiter 80% des déchets du secteur du bâtiment. Cette contractualisation on la poursuit. Aujourd'hui on est présent sur l'ensemble du territoire national, même au niveau des territoires d'outre-mer. Les territoires d'outre-mer naturellement sont aussi concernés. Et on regarde dès à présent sur les 1400 opérateurs qui sont sous contrat avec nous, lesquels peuvent offrir également en fait une capacité de reprise des produits de réemploi. Et c'est un maillage en fait qui se construit tel que les pouvoirs publics nous l'ont demandé pour qu'il soit à terme, et le terme c'est au plus tard le 31 décembre 2026, totalement opérationnel. Aujourd'hui, on est avec 1400 opérateurs. On vient d'ouvrir une contractualisation avec l'ensemble des déchetteries publiques. Elles sont 4500 aujourd'hui à mailler le territoire. Beaucoup d'entre elles récupèrent déjà des déchets du bâtiment. Les nôtres en tant que particuliers. Certaines reprennent aussi les déchets des artisans. Et le fait de la mise en place de la filière REP, les déchetteries publiques vont s'inscrire dans le dispositif et elles-mêmes vont devoir étudier aussi la possibilité d'offrir ces zones de réemploi. Donc on va aller aussi sur un maillage qui va vraiment s'amplifier. Le seuil de 1400, c'est vraiment en fait un plancher. On sait qu'on va être sur une organisation bien supérieure. Et donc ça va nous permettre véritablement d'offrir un maillage. Mais on ne va pas s'arrêter là, c'est que on propose certes ces solutions de reprise. On voit très bien qu'il y a un accompagnement à faire auprès de la maîtrise d'ouvrage, comme ça a été dit, de faire en sorte que la maîtrise d'ouvrage et l'ensemble des acteurs qui interviennent soient suffisamment en fait sensibilisés et surtout éclairés sur la capacité des produits à être réemployés. Donc pour nous, on a une feuille de route, on a un plan d'accompagnement en faveur du réemploi qu'on vient de faire valider par un comité de parties prenantes et qui aujourd'hui est sur la table des pouvoirs publics. C'est d'accompagner les diagnostiqueurs, faire en sorte que les diagnostiqueurs aient bien en fait cette compétence d'accompagner la maîtrise d'ouvrage sur le sujet du réemploi. On va permettre aussi de financer des expérimentations, de voir exactement, parce qu'aujourd'hui il y a quelques produits qui sont réemployés, c'est loin d'être la totalité, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Le CSTB a produit déjà des fiches techniques qui permettent d'apporter un cadre. Elles sont de l'ordre d'une douzaine aujourd'hui, donc il y a seulement une douzaine de produits pour lesquels il va y avoir des éléments de bonnes pratiques qui vont l'encadrer, mais donc il faut naturellement qu'on aille beaucoup plus loin. Donc dans nos missions, ça fait aussi partie donc de ces axes de travail, d'accompagner l'ensemble des acteurs dans
la dépose, la repose de ces produits, et surtout que tout le monde ait confiance aussi dans la qualité de ces produits. Donc ça passera également sur les phases d'essai, de tests en laboratoire, où on pourra également apporter des financements pour faire en sorte qu'on dépasse aujourd'hui ces freins que l'on constate régulièrement sur les chantiers et que le réemploi vraiment devienne une pratique courante sur les chantiers. Même question qu'aux autres intervenants sur le modèle économique. Bon, vous avez les contributions sur la partie collecte, très bien. Sur cette partie valorisation, comment vous envisagez le modèle économique de ces matériaux? Et pour les économistes qui sont dans la salle, comment ils pourront voilà, faire appel à ces produits, enfin utiliser ces produits? Comment vous envisagez déjà cette partie marché? Nous serons jamais propriétaires en fait du produit et matériaux. C'est le marché actuel qui va continuer à s'organiser tel qu'il est. Ça passera, comme ça se fait déjà, par des entreprises de l'économie sociale et solidaire, par des acteurs privés qui disposent de cette matière et qui peuvent la remettre à des preneurs. Nous, on est là pour organiser en fait une filière, mettre à disposition des outils de collecte, de transport, de stockage, d'entreposage. Donc on incite et puis on soutient en fait la filière à se mettre en place. Et par exemple, dès lors qu'on est sur des produits de réemploi, il n'y a pas d'éco-participation qui est mise en place parce qu'on reste dans un cycle où il n'y a pas forcément une intervention nécessaire de l'éco-organisme. Donc du coup, ça donne aussi une préférence aux produits de réemploi par rapport à un produit neuf qui lui va comporter une éco-participation. Donc on va aussi quand même en quelque sorte stimuler auprès du consommateur de par le fait de rendre visible l'éco-participation. Celle-ci n'existera pas sur les produits de réemploi parce que du coup il n'y a pas un impact prix qui s'impose à lui, et au contraire c'est vraiment de l'encourager dans les comportements des consommateurs. Merci Mathieu Hublot. Ludovic Jean, vice-président de l'Intec, en charge de la recherche et du développement. Comment vous accueillez ces nouvelles filières, ces nouvelles propositions de valeur qui viennent un peu quand même bousculer les façons traditionnelles de travailler des économistes de la construction? Comment vous réagissez à ce petit panel? Alors comment je réagis? Déjà, bonjour à tout le monde. Alors, moi ce que j'ai entendu depuis le début de ce débat, c'est que tous vos témoignages convergent dans un même objectif, une même direction qui consiste à réaliser une économie de matière et une économie de moyens. Le circuit court, c'est une manière d'économiser ces moyens. Le recyclage ou le réemploi, c'est une manière d'économiser la matière. Chercher du bas carbone, c'est préserver l'environnement. Dans ce que je viens de dire, j'ai prononcé au moins 2 fois économie. Économie de matière et économie de moyens. Qui dit économie, dit économiste. Donc évidemment, les économistes de la construction ont certainement un rôle central à jouer dans cette véritable mutation des pratiques de la construction du bâtiment. Finalement, on va passer d'une organisation traditionnellement en silo à une organisation horizontale. C'est une économie de moyens. Donc quel est le rôle de l'Intec, syndicat des économistes de la construction, dans tout ça? Finalement, j'y vois 2 missions. Une première mission, c'est de sensibiliser, d'informer. Donc il faut que nous sensibilisions les confrères et les consoeurs à ce changement de pratique et à l'importance, aux enjeux qu'il y a derrière tout ça. Et puis, c'est pas suffisant de les informer, il faut aussi les accompagner, donc c'est un travail de formation. Donc effectivement, nous avons commencé à développer, mais nous continuerons à développer des cursus de formation qui permettront aux économistes de changer leurs pratiques et de travailler nouvelle mode, si je puis dire. Je voulais vous faire réagir aussi, sauf si vous avez d'autres choses sur la formation peut-être. Allez-y. Non, je voulais vous faire répondre quand même effectivement à la question qui a été posée alors sur la par question des salle. coûts, est-ce que l'économiste est en capacité de valoriser en monnaie notre attribuante, en liquidité, quel est le gain économique en coût global d'une telle approche de la construction? L'exercice est difficile parce qu'effectivement, il faut raisonner en coût global en mesurant les effets induits de l'économie de matière et de moyens
Et on est là sur des coûts indirects au sens de la norme internationale du coût global. Et je pense que le préalable, et c'est une difficulté, pour arriver à calculer ces coûts indirects, c'est d'abord que l'ensemble des acteurs se mettent d'accord sur la manière de mesurer, de valoriser en euros les gains environnementaux, les économies de matière et les gains de productivité ou d'efficacité dans l'acte de bâtir. Donc, tout est à construire. On n'a pas un début de réponse là-dessus avec la RE 2020 qui permet de sortir du bilan carbone des projets, des matériaux de réemploi? Alors, la RE 2020 nous permet de calculer le poids carbone d'un bâtiment construit en y incluant l'énergie grise pour le processus de production que vous évoquiez tout à l'heure. Si nous sommes d'accord sur la valeur d'une tonne de carbone, pas de souci. Effectivement, je crois savoir qu'il existe déjà un marché de cotation du carbone, hein, des certificats d'économie. Maintenant, est-ce que c'est la seule façon de procéder? Je dirais que c'est un petit bout du problème, finalement. En décomposant bien les coûts de management, de gestion et d'organisation du projet, on a certainement ici une piste de valorisation des économies. Quand on procède au circuit court, lorsqu'on travaille de manière horizontale en parfaite collaboration, on gagne du temps, on gagne de l'énergie et on doit pouvoir le valoriser. Et ça, l'économiste est capable de le faire à partir du moment où il décompose un coût unitaire d'unité d'œuvre, s'il arrive à faire la part de ce coût d'unité d'œuvre qui relève de la matière, de son transport et de sa mise en œuvre, et la part qui relève de l'ingénierie et de l'organisation associée à cette unité d'œuvre. Enfin, j'espère avoir été trop théorique, mais disons que si je dois mettre en œuvre 1000 tonnes de béton pour un bâtiment, qu'est-ce que ça m'a coûté de concevoir et de prescrire un béton bas carbone et de rechercher la filière et la source d'approvisionnement, éventuellement de travailler en amont en collaboration avec une entreprise générale, comme vous le témoignez tout à l'heure. Ça coûte, ça prend du temps, on peut essayer de le valoriser. Et à la sortie, il va nous rester le coût du matériau mis en œuvre, que l'on calcule classiquement comme aujourd'hui. Et si on fait ce travail systématiquement, de calculer d'une part le coût d'ingénierie, d'organisation, de management, et d'autre part le coût du matériau mis en œuvre, sur la partie organisation, on doit pouvoir valoriser une économie, à mon sens. Donc, oui, peut-être des outils à créer, en tout cas des unités de valeurs communes à définir. Ça me fait penser, voilà, à la question qui vient d'arriver, l'importance des définitions. Voilà, quelle est la différence entre le béton bas carbone et le béton classique? Je me tourne vers vous, bien sûr, Nicolas Brasier, parce que c'est vrai qu'on parle de béton bas carbone depuis tout à l'heure, sans peut-être avoir dit précisément c'est quoi un béton bas carbone. Comment on arrive à diminuer de 35 à 40%, comme on le disait tout à l'heure, l'empreinte carbone d'un béton? Alors pour ça, il faut savoir qu'effectivement, il faut remonter à la genèse. Enfin, la genèse. On va remonter à l'envers. Avant, un mètre cube de béton, c'est de l'eau, du ciment et des granulats. Un granulat, c'est 2,5 tonnes de CO2, 2,5 kg par tonne. Donc c'est rien du tout. Le ciment, c'est 800, à peu près 50 kg par tonne pour le ciment le plus carboné. Un ciment dit bas carbone est aux alentours des 400 kg de CO2 par tonne. Voilà. Donc ça veut dire que l'enjeu, le ciment, c'est peut-être 10% de la matière dans un béton, mais c'est 90% de l'impact carbone. Donc il faut jouer sur le ciment. Et maintenant, si on remonte encore sur le ciment dans une cimenterie, on cuit, je vais faire très très court, on cuit du calcaire. Voilà. Cette cuisson du calcaire, on fournit du clinker. Le clinker, c'est du ciment pur. Moins on met de clinker dans un ciment, moins le ciment sera carboné. Donc le but, quand on fabrique un ciment bas carbone, c'est de substituer une partie de ce clinker par une autre matière. Donc on a des ciments dans lesquels on substitue avec de la pouzzolane naturelle, on a des ciments où on substitue avec des laitiers de haut fourneau, on a des ciments dans lesquels on substitue avec du calcaire micronisé, on a des ciments dans lesquels on substitue avec qu'est-ce qu'on a d'autre encore, on peut substituer avec du carbone pur, hein, du biochar, c'est le produit ultra bas carbone de chez Vicat. On peut substituer également par du bois. Là, on revient plutôt côté béton pour faire du béton de bois. Voilà. Donc, quand on parle d'un béton bas carbone, ça peut être d'un béton standard, donc en utilisant un ciment bas carbone, donc qui utilise le moins de ressources carbonées possible.
Voilà. Et après, on peut faire un béton bas carbone en intégrant une ressource biosourcée dans ce béton. Voilà, c'est le cas du béton de bois ou du béton de chanvre. En substitution des granulats, par exemple. En substitution des granulats. Et sur les granulats, est-ce qu'on peut envisager d'utiliser des granulats de réemploi, du coup, issus de la déconstruction? C'est possible aujourd'hui? Alors, c'est possible. Juste pour finir sur les bétons effectivement biosourcés, l'utilisation et la suppression de ces granulats minéraux donnent des propriétés à ces matériaux qui sont assez différentes d'un béton. Je vous parlais tout à l'heure du matériau au bon endroit, un béton de chanvre. Ça n'a aucune résistance mécanique. Par contre, ça a un intérêt d'isolation, ça a un intérêt de traitement acoustique, ça a un intérêt de perméabilité, pas perméabilité à l'air, de gestion de l'hygrométrie dans une pièce. Le béton de bois, c'est un côté plus structurant, plus structurel, mais avec plus de légèreté. Donc une inertie qui est complètement différente, un déphasage thermique voilà, complètement différent. Donc le changement effectivement de granulage donne des nouvelles propriétés au béton, et ça faut pas effectivement l'oublier. Et votre question était sur la possibilité des granulats recyclés. Voilà, granulats recyclés. Et là, on n'est plus sur une thématique de bas carbone, on est plutôt sur une économie de ressources. Voilà, puisque quand on va mettre un granulat recyclé à la place d'un granulat classique, comme je vous disais, un béton c'est 200 kg de CO2, un béton c'est 2 tonnes, donc le granulat, grosso modo, 2 tonnes par mètre cube, c'est grosso modo 5 kg de CO2 sur un mètre cube de béton. Donc c'est pas là-dessus qu'on va vraiment jouer pour optimiser le gain carbone. Par contre, sur l'économie de ressources naturelles, là effectivement il y a tout un intérêt. Donc on est sur un autre aspect d'un béton environnemental. Je vais rebondir sur une autre question qui nous est proposée pour vous proposer un petit tour de table de conclusion, parce qu'on approche déjà de l'heure prévue. Combien de temps prendra la transition vers les nouvelles méthodes de valorisation? Alors j'ai envie un peu d'élargir la question. On va commencer par vous, Ludovic, quand même, pour l'Intec. Mais dans combien de temps vous pensez, voilà, on pourra chacun répondre, dans combien de temps vos filières seront mûres, matures pour être intégrées pleinement dans les process de la construction? Je pense que c'est un processus qui sera relativement long, probablement de l'ordre de la décennie, parce que c'est un changement profond. Il va falloir construire des statistiques, avoir des retours d'expérience pour pouvoir comprendre l'évolution des coûts et pouvoir valoriser les gains. Une chose est sûre, ou à peu près sûre, on l'a vérifié déjà lors d'autres mutations réglementaires, c'est qu'on va probablement suivre une courbe en cloche avec, pour recycler, pour réemployer et pour utiliser en circuit court, on va commencer par dépenser plus. Pourquoi? Parce qu'on est sur des processus, des organisations qui sont innovants, et tout ce qui est innovant est toujours plus cher au début. C'est la raison pour laquelle il y a des subventions. Par exemple, vous citiez 10% de subventions pour la filière courte dans les Alpes, tout à fait, avec le bois des Alpes. Donc ça va commencer par être plus cher, mais ce qui se passe, c'est que tout le monde va commencer à s'adapter, à changer ses pratiques, et donc à devenir plus performant et à pouvoir proposer des services et des travaux à coût plus réduit, et on devrait logiquement revenir à une normale. Ce que je veux dire, c'est que ce qui nous paraît plus cher et plus compliqué aujourd'hui sera finalement normal et aussi cher qu'aujourd'hui, plus tard, à une échelle probablement quinquennale ou septennale. Je jette un chiffre comme ça, on n'en sait pas, on n'en sait rien, on n'a pas on ne sait pas précisément, mais c'est à peu près cet ordre de grandeur-là d'après moi. Par un effet d'apprentissage et une organisation des filières, encore une fois. Philippe Bavret, puisqu'on vient de parler de bois des Alpes, combien de temps la transition pour que le bois des Alpes devienne la nouvelle norme en Auvergne-Rhône-Alpes? Enfin, Rhône-Alpes. La nouvelle norme, elle est déjà en partie, hein. Mais c'est vrai alors, au niveau de la ressource, le temps du forestier, par définition, est un temps long. On est plutôt sur des échelles de valorisation de la ressource qui sont sur les rotations de 90-100 ans, mais ça c'est pour la partie, on est obligé de tenir compte de la partie matière première, contrairement à des produits hors biosourcés ou qui sont fabriqués plus facilement. Mais pour proposer une offre compétitive au marché, disons. Tout le monde est à l'œuvre, et effectivement cette filière se développe bien. Déjà ça fait sens et richesse au niveau de la culture, hein, des entreprises. Enfin, aujourd'hui,
on peut plus se permettre d'enfuir ou d'utiliser un matériau naturel sans savoir ce que l'on veut en faire dans un bâtiment. Effectivement, avec la CV, qu'est-ce qu'il embarque comme énergie grise pour être produit, et comment il va être déconstruit, éventuellement recyclé. Pour le bois, il n'y a pas trop d'enjeux, puisque le recyclage, au pire, si c'est en énergie, il va relâcher son CO2. Donc ça, donc au niveau du recyclage, on le réutilise. On peut réutiliser une porte en étagère. Pour la partie, c'est réutilisation. Réutilisation, c'est ça. On peut réutiliser pour fabriquer des panneaux de particules. Et au niveau de la filière, tout plaide, enfin, en tout cas, les forces sont en œuvre pour pouvoir structurer, pour pouvoir répondre aux enjeux qui nous attendent. À savoir, et pour la partie forêt, encore, j'y reviens, les forêts françaises sont l'antidote des dérèglements globaux que l'on connaît aujourd'hui. Tout ça, après, moi, le bois, effectivement, mais on est aussi dans une réflexion de dire le bon matériau au bon endroit. On n'est pas voilà, des fois, il faut effectivement, parfois, il y aura plus de valeur ajoutée, plus de sens de dire, parce qu'on ne peut pas faire autrement au niveau des portées, de renvoyer des efforts sur une cage béton qui puisse être décarbonée. On est vraiment là-dessus, sur la mixité à la fois d'utilisation des matériaux dans la construction et la mixité architecturale. D'accord. Donc un travail en cours toujours pour acculturer. Laura Luzinski, je reviens vers vous. Vous, c'est déjà défini. Combien de temps prendra la transition, puisque le programme s'arrête en 2026 et tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes, pour le réemploi. Oui, c'est ça. Non, en fait, dans la région. Non, mais de toute façon, l'objectif, c'est on travaille aussi avec d'autres villes de France et on travaille aussi avec le CSTB. Donc, il y a une méthodologie ici de travail macro pour. En fait, notre plus gros enjeu de massification, c'est qualifier la ressource. C'est avoir une relation de confiance en fait avec les économistes, avec les assureurs, avec les bureaux de contrôle qui travaillent en fait, qui ont des méthodologies de travail que nous on vient un peu bousculer. Donc après voilà, il faut dissocier moyens et résultats. On peut donner les moyens d'accéder à et d'acquérir une certaine méthodologie de travail, etc. Après le résultat n'est pas le même. Donc c'est ce que je disais, toujours dissocier quand on parle de qualification technique, qualifier le matériau, le process de qualification et pas le matériau qui a une vie en œuvre qui est différente pour chaque matériau. Donc pour nous ce sera en 2026. Après je pense qu'il y a urgence, donc le plus vite possible, et ça se fera par échelon, et je pense aussi que ça va fluctuer de toute façon pour certaines typologies de matériaux et pour certaines typologies de projets et de maîtrise d'ouvrage. Merci Laura. Nicolas, la transition pour vous elle est déjà faite puisque vous proposez une offre de construction durable. Non mais plus sérieusement, quand est-ce que votre offre deviendra la norme de la construction, à votre avis? Comment vous voyez par rapport à l'évolution de la filière? Le mot norme est important. Le mot norme est très important parce que quand on utilise ces nouveaux produits, ils ne sont pas dans les DTU. On passe souvent par des avis techniques expérimentaux. Et d'où l'importance du bon matériau au bon endroit. Donc, on va dire que ce qui nous freine à l'heure actuelle, il y a 2 points. Il y a effectivement l'aspect normatif, et je pense que ça, vous le connaissez bien. C'est que quand on doit le mettre en place sur le chantier, que ce soit sur de l'ossature bois, que ce soit sur des blocs de béton de chanvre, on est vraiment très contraint. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait de conception, on parlait de bonne intelligence, et de mettre le bon matériau au bon endroit pour pas faire exploser les coûts. Si on prend le matériau en façade, je reviens juste sur les coûts parce que c'est important, effectivement, on est toujours tendance, on l'a dit tout à l'heure, à être plus cher, les filières sont plus petites, sont pas assez structurées, ça va venir. Mais si on ne veut pas exploser les coûts de la construction, on sort des projets avec du logement social, tout en béton de chanvre, avec du béton bas carbone, ou tout en béton de bois avec du bas carbone, avec la possibilité de mettre du réemploi, on arrive à rester dans les coûts. Parce qu'il faut être effectivement malin, intelligent, et le placer au bon endroit, et tout en essayant de rester dans les normes et dans les avis techniques qui sont en place. Du moment où on veut sortir de ces avis techniques, on prend vite 150 000, 200 000, 300 000 de surcoût pour mettre en place le matériau. Donc ce qui nous freine effectivement là, pour l'instant, c'est effectivement cet aspect normatif. Et le dernier point qui est important, c'est que nous, on a des compagnons qui mettent en place ces matériaux sur le chantier et il faut les accompagner. Dans les organismes de formation des métiers de la construction, c'est très lent de faire évoluer les mentalités. Quand quelqu'un a l'habitude de poser de la brique, vous allez lui dire demain tu poses du bloc de béton de chanvre. Je peux vous dire qu'il vous regarde un petit peu comme ça. Donc il faut le former. C'est 3-4 jours de formation.
c'est de l'accompagnement sur le chantier. Et c'est pour ça que nous, chez Maso, pour accompagner ce changement, on a monté un organisme de formation interne pour former nos équipes. Parce que les formations à l'externe, elles n'existent pas. Donc on est obligé de se former et de s'auto-former en interne pour justement faire évoluer effectivement aussi le métier. Et accélérer la transition, puisque voilà, la transition de l'offre, vous l'avez faite. Il faut ensuite la transition de la demande. C'est un peu la même problématique pour vous, Mathieu Hiblot, pour Ecominero. Le temps de la transition, c'est finalement beaucoup celui du temps des donneurs d'ordre. C'est celle des donneurs d'ordre, mais c'est aussi grâce aux industriels en proposant des solutions nouvelles, à la fois dans les matériaux et les solutions bas carbone. Notre rôle aussi en tant qu'éco-organisme, c'est de les accompagner tous individuellement en termes de prévention et d'éco-conception de leurs produits. On est en train de terminer des lignes directrices qui vont s'imposer à eux à partir de l'année prochaine en termes de recyclabilité des produits, de durabilité, de réemployabilité, d'incorporation de matières recyclées, de consommation d'énergie. Donc ils vont chacun avoir vraiment, de par la REP, une feuille de route extrêmement précise pour décarboner les produits, aller beaucoup plus loin de ce qui est encore fait aujourd'hui. Et ils auront véritablement chacun à mettre en place un plan quinquennal. Donc l'accélération pour nous, elle va être quand même intensifiée par la filière. On devrait être en capacité vraiment de mesurer des effets positifs dans les prochaines années. Et cet ensemble va s'insérer en fait dans le dispositif des éco-participations. Donc il y aura une stimulation financière à faire en sorte qu'on avance véritablement en fait vers ces nouvelles solutions. Donc c'est assez proche. De toute façon, c'est dès l'année prochaine que l'ensemble des industriels qui fournissent des matériaux au secteur du bâtiment vont accélérer encore le développement qu'ils ont déjà engagé ces dernières années. On voit que ça infuse de partout, sur les territoires et sur les acteurs et différentes typologies d'acteurs. Il me reste à vous remercier tous les 5, à vous remercier dans le public pour votre attention. Et à vous donner rendez-vous à 16h pour le grand débat qui concernera de façon plus générale le rôle des territoires, des collectivités, notamment dans la transition écologique, tout simplement. Voilà. Le gouvernement annonce des COP territoriales, nous on va les organiser cet après-midi. Merci à vous.